Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle course. Et cette semaine c'est l'UAE Tour qui va nous intéresser. Alors il y aura d'autres épreuves aussi qui nous intéresseront, mais l'UAE Tour va être la priorité sur la chaîne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette première étape, notamment le déclassement de Philipsen et puis coureur top flop comme d'habitude, les différents classements pour finir la vidéo que vous pouvez également retrouver dans la description de cette même vidéo. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça, c'est seulement si vous avez les moyens, mais vous pouvez surtout vous abonner à la chaîne, réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis, le deuxième moyen de me soutenir, soit c'est le super thanks, ça se passe dans les commentaires, soit eh bien, vous rajoutez la petite cloche. Ça, c'est à côté de vous abonner. Et comme ça, vous pouvez être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également faire un petit tour sur les vidéos de la chaîne si vous pensez que vous avez raté quelque chose. Ce qui peut arriver, puisque même en mettant toutes les notifications, des fois YouTube n'aime pas quand il y a plusieurs vidéos dans la journée. UAE Tour, aujourd'hui première étape, c'était donc un parcours très ressemblant à ce qu'on avait l'an dernier. La différence, c'est que l'arrivée finale était plus dure, on allait un petit peu plus loin, sinon le parcours était très ressemblant, notamment il y avait ce passage à côté de sur la piste cyclable, à côté de la grande dune, là du côté de la piste cyclable qu'on avait déjà eu l'an dernier, et avec une étape qui a été calme, je dirais, pendant une bonne trentaine, quarantaine de kilomètres. Et puis d'un coup, à un moment, Pogacar s'est dit, tiens, je vais faire le spectacle, je vais essayer de tenter une cassure. Ça n'a pas vraiment marché. Et puis, ce qui fait que l'échappée, à ce moment-là, a perdu un petit peu de temps. Mais ensuite, comme ça se regardait un petit peu derrière, eh bien, l'échappée a repris à quasiment 2 minutes 30. Donc il a fallu un petit peu s'employer dans le final. Mais à la fin, on a repris tout le monde. On a eu un sprint massif en haut de cette bosse. Pogacar emmené devant Jonathan Milan, sauf que Pogacar a craqué à 300 mètres de la ligne. Et qu'à ce moment-là, c'est Milan qui déclenche. Et quand Milan a déclenché, eh bien Philipsen n'a pas réussi à suivre. Finn Fisher-Black non plus. Ça a été plus compliqué pour lui. Le déclassement de Philipsen aujourd'hui, on va parler de Philipsen là en avant-propos, comme ça sera fait. Pour moi, déclassement justifié parce que le geste qu'il a réalisé, même s'il est en bout de course, même si il y a des raisons pour lesquelles il fait peut-être ce geste-là, ça ne veut pas dire que ce sont des raisons qui pardonnent. Ça reste un geste dangereux. Ça reste un geste dangereux, ce qu'il a fait, se déporter autant sur une arrivée, c'est un geste dangereux. Comme on a l'impression quand même sur le Down Under notamment qu'on a décidé d'être plus sévère envers les coureurs, là ce geste là pour moi oui c'est un carton jaune des classements. Mais pour moi c'est un geste dangereux parce que il se déporte énormément sans regarder en plus s'il y a quelqu'un derrière. Ça vraiment il se déporte sans regarder derrière lui. Sur un sprint, même si on est en bosse, même si on est en bout de course, on va quand même vite. C'est dangereux de faire ça et surtout de se décaler autant. On ne parle pas d'un décalage de 1 mètre, 2 mètres. Non, on parle d'un décalage où il traverse la moitié de la route. Pour moi, c'est dangereux. Donc pour moi, c'est normal que Jasper Philipsen soit déclassé. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que je voulais attendre vraiment le classement final. Là, il est 17h47, 17h50 quand je fais cette vidéo parce que je voulais être sûr que le déclassement soit bien prononcé et pas vous donner un classement qui n'était pas forcément le bon. Donc j'ai attendu la Classica Rennes-Parisor pour vous faire le débrief. Mais oui, Philipsen, c'est très dangereux ce qu'il a fait, il décale beaucoup trop. Alors oui, je veux bien qu'on nous dise qu'il est en fin de course, mais pour moi c'est dangereux. Alors oui, avant ça passait. À une époque ça passait. Moi je me souviens notamment de Bettiol qui avait fait ça sur un Tour de Suisse, mais déjà à l'époque, moi j'avais voulu qu'il y ait un déclassement à l'époque. Quand Bettiol avait fait ça sur le Tour de Suisse, donc moi je trouve que la décision est bonne. Du côté de Philipsen, c'est quand même une journée qui fait mal pour Philipsen parce que dans les duels entre sprinters, Merlier, il n'était pas vraiment favori aujourd'hui, il n'a pas tenté le coup, mais Philipsen tente le coup, il est dans la roue de Milan, il n'a pas tenu la roue de Milan du tout, il n'a pas tenu la roue un seul instant, et là, celle-là doit faire mal à la tête parce que déjà il ne tient pas la roue de Milan, ça c'est clair et net, mais en plus il explose à
40 mètres de la ligne, alors que Milan, lui, continue jusqu'au bout. Je pense que mentalement, quand même, celle-là doit faire mal du côté de Jasper Philipsen, parce qu'il va peut-être avoir un petit complexe d'infériorité là par rapport à Milan, parce que il est costaud, il est costaud. Et de toute manière, j'étais pas surpris de le voir à l'avant. Vu ce qu'il a fait derrière Buitrago sur le Tour de Valence, où il avait déjà été très costaud lors de l'étape du samedi, pour moi, il passait tranquillement cette montée-là. Et pour moi, Merlier ne passait pas, il n'est pas passé. J'étais quand même surpris de voir Philipsen, mais tu vois bien que c'est compliqué du côté de Philipsen. Et encore, il a de la chance. C'est que donc il gêne Fischer Black, donc c'est pour ça que Fischer Black peut pas lui passer devant, et Andresen est gêné par 2 équipiers aussi, parce que je pense que à la régulière il était plutôt 4e sprinter aujourd'hui que 2e, très clairement du côté de Jasper Philipsen. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Jonathan Milan. Bah c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Aujourd'hui, Milan, sur ce type d'arrivée, en boss, il y a peut-être Van Aert, et encore. Van Aert à son meilleur. Je sais pas si c'est le cas en ce moment. Hein. On parlera de la Classica Rae Paresor. Mais oui, pour moi, Milan, sur ce type d'arrivée-là, il est imbattable aujourd'hui. Il a une puissance. Moi, ce qui m'impressionne quand même chez Milan, c'est que vous avez vu le gabarit, notamment à côté de ses équipiers, je pense Consoni par exemple. Il fait 14-15 cm de plus que tout le monde. Il arrive à exploser tout le monde en sprint, en boss. C'est là où pour moi il est le plus fort, Milan, c'est dans ces sprints-là en montée. C'est là où il est impressionnant. Parce qu'avec ce gabarit-là, normalement, c'est inhabituel. C'est inhabituel. Et là, en plus, il résiste pendant au moins... Je pense que son sprint dure au moins 16-17 secondes. Vraiment. Parce qu'il fait un sprint long aujourd'hui, Milan. Hein. Il a une résistance aussi à l'acide lactique qui est assez impressionnante. Hein. Parce que là, quand tu fais un sprint comme ça, c'est de l'acide lactique. Hein. Tu as les cuisses qui brûlent, c'est l'acide lactique. Il doit avoir une bonne résistance, je pense, à l'acide lactique. Jonathan Milan. Ah oui, il est impressionnant. Il est impressionnant. On parle beaucoup des fantastiques que sont Van Aert, Pogacar et je pense à Van Der Poel notamment, ou à Vingegaard. Lui, c'est le 5e. Hein. Lui, c'est le 5e, Milan. Vraiment. Parce que je me demande même sur un Amstel Gold Race ce que ça donnerait, Milan. Parce qu'il passe quand même super bien les bosses, hein, Jonathan Milan. Hein. On l'a vu sur le Tour de la Communauté de Valence. Je me demande quand même un Milan au top de sa forme, ce que ça donnerait sur l'Amstel Gold Race. Parce que, des bosses courtes, pour moi, il peut les passer tranquillement, hein, Milan. C'est pas... Et puis il a une capacité à se dépasser physiquement. Je l'avais vu déjà sur la Croix-Race. La première fois que j'ai vu ça, c'est la Croix-Race. C'est arrivé en boss où je me suis dit... J'étais comme ça devant ma télé. Je me souviens, c'était la chaîne L'équipe. À ce moment-là, BNB Hotel, on ne savait pas si ça allait encore exister. Et là... Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Parce que là, Milan, c'est pas la première fois qu'il m'impressionne. Hein. Il m'impressionne depuis très longtemps. Pour moi, c'est le 5e fantastique, Milan. Vraiment, ce qu'il arrive à faire sur un vélo, c'est un truc qu'on n'a quasiment jamais vu. Enfin, même Fréré n'arrivait pas à être aussi performant dans ce type d'arrivée-là. Même Boonen. Quoique Boonen, il m'avait impressionné une fois sur Paris-Nice. Une étape qui arrivait, je crois, à Nevers, ou c'était sur le Tour de France, je ne sais plus. Une arrivée en boss, où il avait été impressionnant aussi, lancé par Gerd Sigmans. Mais des sprints en boss comme ça, où je suis impressionné. Il y a eu Pedersen, Limoges, sur le Tour de France, où... ce jour-là j'avais pris une claque, mais Milan, c'est pas une fois qu'il le fait, c'est régulièrement qu'il me met des claques dans la gueule. Donc non, il est vraiment impressionnant. Pour moi, il fait partie des 5 fantastiques. On peut rajouter une case avec le 5. Le 5, c'est Milan, pour moi. C'est la 5e roue du carrosse, mais la 5e roue du carrosse, elle commence à passer 4e ou 3e roue du carrosse. Donc non, il est impressionnant. Et il a un gabarit qui n'est pas du tout en correspondance quasiment avec les qualités qu'il a sur un vélo. C'est ça qui est fou. Alors oui, il broie des vélos, c'est assez clair et net, mais Vibus aussi broie des vélos.
La différence, c'est que Vibus, ça passe pas des bosses comme il passe Milan, par exemple. Il passe aussi bien les bosses qu'une Marianne Vos, sauf que Marianne Vos broie pas des vélos, par exemple, chez les filles. C'est ça qui est impressionnant du côté de Jonathan Milan. Et aujourd'hui, je me demande vraiment, sur une Amstel, ce que ça donnerait, Milan. Hein. Parce que pour moi, il est meilleur sprinter que Van Aert, et il est pas... il est peut-être aussi bon que Van Der Poel en boss. Ou du moins, il est pas loin hein, de Van Der Poel, je pense, en boss, Milan. Donc ouais, il a presque le meilleur des deux. Je dirais qu'il a le meilleur de Van Der Poel et le meilleur de Van Aert, peut-être Milan. C'est peut-être la fusion des deux, au final. Avec le gabarit de Johan van Semmeren. Pour ceux qui se souviennent de ce coureur. Deuxième coureur top, Andresen. Aujourd'hui, Andresen, il peut maudire ses équipiers. Mais vraiment. 2 fois, il se fait tasser par un pique-nique. Une fois, c'est Oscar Only. Et une autre fois, alors j'ai eu un doute. Je voulais vérifier même qui y avait chez Picnic. Ils sont où, Picnic le team Picnic Postenel, voilà. Est-ce que c'est Jacobsen qui le tasse? Moi, je pense que Jacobsen, il était déjà lâché. Mais il est tassé par un autre coureur. Et moi, je me dis, mais il va les maudire en fin de journée, Andresen. Parce qu'il fait 3, mais pour moi, il peut faire 2. Aujourd'hui, pour moi, c'est le deuxième plus performant, Andresen. Pour moi, il est devant Finn Fisher Black. Mais il est obligé de contourner énormément Oscar Only. Il est obligé de contourner énormément le premier équipier qu'il tasse. Et là, je me suis dit, mais... pour tout vous dire, là, en ce moment, je suis en train d'installer mon ordinateur de jeu. On va dire. Parce que j'avais eu un problème de disque dur. Il y a très longtemps, et j'avais pas eu le temps de m'y suis attelé en décembre. Donc la dernière fois, j'adore jouer sur émulateur, j'ai joué sur le jeu Tour de France, mais le vieux, celui sur PS2, pas du tout celui sur PS3 et sur PS4. Et là, je suis tombé vraiment en pleine partie. J'étais à la T-Mobile, pour tout vous dire. Et normalement, dans ce jeu-là, c'est très mal fait. Hein. Mais vous savez, vous faites... pour ceux qui n'ont jamais joué, faut vraiment y jouer une fois dans sa vie parce que ça n'a rien à voir avec le Tour de France. C'est un jeu presque de course arcade. Enfin, c'est assez bizarre comme manière dont ils ont pensé le jeu Konami. Et donc, normalement, tes équipiers doivent t'aider pour récupérer de l'énergie. Si tu te mets dans le sillage de tes équipiers, normalement, tes équipiers, ils te bazardent pas. Sauf que moi, je me suis retrouvé dans une descente à avoir un équipier qui m'a bazardé. Et ben, j'ai eu le même colère, je pense, que doit avoir ce soir Andresen. C'est-à-dire de te dire, normalement, tes équipiers, ils sont là pour t'aider. Ils sont pas là pour te foutre dans un mur. Les deux, ils vont vraiment tasser, quoi. C'est ça, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, vraiment, Andresen, il peut avoir les boules parce que... Ah putain, il pouvait être deuxième. Il battait pas Milan, ça c'est sûr. Mais il était deuxième pour moi. Il pouvait aller chercher Finn Fisher Black. Et je pense qu'il doit avoir les... Ouais, il doit être colère. Il doit être colère, Andresen, parce que vraiment, ça m'a fait vraiment rappeler le truc que j'ai eu il y a 3 jours. En plus, j'ai joué vraiment il y a 3-4 jours. Où je me suis dit... Ah putain. Ah l'enculé. Ah, il a voulu me mettre dans un mur. Ali a voulu me mettre dans un mur. Là, pareil pour Andresen. Ça m'a fait marrer, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et vraiment, ouais, Andresen, il doit maudire ses équipiers. Mais vraiment. Parce que là, putain, ils l'ont vraiment envoyé dans le mur aujourd'hui, les équipiers. Finn Fisher Black pour finir. Bah, c'est bien ce qu'il a fait, Fisher Black. Il est en forme, hein. Finn Fisher Black, belle deuxième place. Et puis, il y a peut-être quelque chose à jouer sur cette semaine. Parce que il n'y a pas vraiment de leader dans cette équipe. Donc c'est lui le numéro 1. Parce que je pense pas que Palzer ou Sveoff sont en capacité d'être performants. Et je me dis que Finn Fisher Black, là, il a peut-être une belle opportunité d'aller prendre un gros résultat sur une épreuve World Tour. Lui, je me suis dit, quand il a quitté la UAE, je me suis dit, ah, c'est dommage que la UAE n'ait pas réussi à le garder. Mais en même temps, il était sous-utilisé dans cette formation. C'est le gros problème de la UAE aujourd'hui, hein, et de la Red Bull. La Red Bull va avoir le même problème dans les années à venir, problème qu'à la Visma aussi. C'est qu'ils ont tellement de bons coureurs qui ont le même profil,
bah, que tu peux pas garder tout le monde. Et très clairement, Finn Fisher Black, qu'ils avaient récupéré, c'est fort quand même Fisher Black, il a fait la Visma en équipe de développement, puis ensuite la UAE et là il tape la Red Bull. Il a fait les 3 gros quoi. Il manque plus qu'Ineos, il aura le quatuor. Mais très clairement, Finn Fisher Black, c'est un coureur qui a du talent. Peut-être pas suffisamment pour aller chercher un grand tour, mais qui a un talent pour aller chercher des courses par étapes d'une semaine. Le problème, c'est que chez UAE, des coureurs comme ça, bah, t'en as des dizaines. T'en as des pelletés qui ont ce talent-là. Et Fisher Black, bah, il était obligé de leur servir un peu de lieutenant, d'équipier. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça doit un peu t'énerver, quoi. Donc oui, il en a eu, je pense, marre. Voilà, Fisher Black. En 3 ans, au final, il a fait qu'un grand tour. Il a fait qu'une Vuelta, Fisher Black, parce qu'il n'y avait même pas la place pour lui sur les grands tours. Et là, je pense qu'avec la Red Bull Bora, l'idée est de se montrer, et l'idée est de montrer à tout le monde ce qu'il sait faire, et ce qu'il est en capacité de faire. Je n'avais pas vu aussi, c'est un grand gabarit, lui, dis donc. 1,89, dis donc. Belle crevette, 1,89 pour 69 kilos. Mais oui, il a envie de montrer à tout le monde, et notamment à UAE, que bah, il avait les capacités pour faire des bonnes choses. Et je pense que c'est son objectif. Et puis chez Red Bull Bora, il y a des places à prendre. Parce que je dirais qu'en leader, tu as Lipovic, tu as Roglic, tu as Vlasov. Mais bon, face à un Jane Lee aujourd'hui, tu peux essayer de grappiller des places. Il y a d'autres coureurs auxquels tu peux essayer de grappiller des places dans la hiérarchie de cette formation. Et ça va être l'objectif de Finn Fisher Black dans cette première partie d'année. D'essayer de se montrer le plus possible au top, ce qui lui permettra ensuite de peut-être participer à des très grandes courses en tant que lieutenant numéro 1, et voire même, pourquoi pas, jouer sa carte également. C'est un coureur qui est encore jeune, seulement 23 ans. Pourquoi pas le voir jouer un maillot blanc sur une Vuelta, par exemple, Finn Fisher Black. Et bah, c'est peut-être ce qu'il a envie de montrer, et pour ça, faut obtenir des résultats en début de saison, et pour l'instant, il fait des choses correctement. On le verra demain sur le contre-la-montre, et puis on le verra surtout mercredi, pour la première arrivée au sommet de cette UAE Tour. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne de cette journée. Je commence avec Olaf Koy. Alors bonnet d'âne, il semblerait qu'il était malade. J'ai pas eu la confirmation de cette information. Mais s'il est malade, c'est quand même pas une bonne nouvelle. C'est pour ça que je mets quand même bonnet d'âne. C'est quand même pas une bonne nouvelle parce que c'est, je le dis toujours, janvier, février, jusqu'à mi-mars, même un petit peu après mi-mars, c'est la pire période pour avoir un problème. C'est-à-dire soit être blessé à cause d'une chute, exemple Van Gils, soit tomber malade à cette période-là de l'année. Et c'est vrai que du côté d'Olaf Koy, le fait de tomber malade en février, ça te met forcément en difficulté après pour la suite de la saison. Et là, on le voit bien du côté d'Olaf Koy, qu'aujourd'hui, c'était quand même pas la grande forme. Il est lâché dès l'accélération de Pogacar, en fait, il est lâché. Et ensuite, du côté d'Olaf Koy, il a jamais réussi à revenir. Il finit à 14 minutes, il finit dernier de l'étape, tout simplement 14 minutes 50 de retard aujourd'hui. C'est dommage parce qu'en plus, cette étape-là pouvait être une opportunité pour lui. Parce qu'Olaf Koy, on sait que c'est un coureur qui passe plutôt bien les bosses, là aussi, comme Arnaud Delis, c'est des coureurs qui sont très performants sur ce type d'arrivée. Moi, je me souviens d'Olaf Koy, championnat du monde espoir en Australie, il avait été très performant. Donc c'est vrai que là, c'est quand même frustrant du côté du coureur néerlandais de ne pas avoir pu défendre ses chances. Et puis encore plus frustrant, si c'est malade et commencer une course par étape en étant malade, c'est rarement quand même bon signe sur les capacités qu'aura ce coureur à finir cette course. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour lui, parce que c'est un moment où on essaye d'acquérir la forme et le niveau qui va vous permettre de tenir jusqu'à la fin de saison. Et là, c'est peut-être des choses qui vont lui manquer du côté d'Olaf Koy. Donc déception pour le coureur néerlandais. Deuxième coureur déception, Higuita. Oh, ça commence à être une habitude du côté d'Higuita. C'est un coureur aujourd'hui qui me déçoit tout le temps.
Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Ça fait depuis des années que Sergio Higuita me déçoit. Bon, bah, ça continue aujourd'hui. Je pense que c'était une arrivée qui pouvait lui convenir. Il y avait une bosse, c'était quelque chose où il pouvait être très bon. Higuita, il finit au-delà de la 20e place, je crois, aujourd'hui. Hein. Higuita, j'ai vérifié vaguement tout à l'heure son classement. On va le faire. Hop là, Higuita. Mais c'est vrai que je m'attendais plus à Higuita qu'à Rungate, quoi. Du côté de cette formation Astana, ou que Terrada. C'est devenu un coureur moyen, presque insignifiant, quoi, Higuita. Quand tu regardes ces derniers temps, c'est presque devenu c'est un coureur qui est vraiment rentré dans le rang. Et quand tu te rappelles au niveau auquel il était sur Paris-Nice, au niveau auquel il était même sur le Tour de Catalogne, quand il fait le duo normand avec Carapaz, de le voir aussi loin sur une arrivée, encore une fois, qui lui convenait aujourd'hui, 1,4 km comme ça en bosse, c'est une arrivée qui lui convient. Ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je me dis que ce coureur-là est capable de faire tellement mieux. C'est pas le dernier coureur de l'équipe, mais bon, quand tu vois les autres coureurs qui sont derrière, tu te dis, ah oui, Higuita, c'est quand même pas l'idéal. Et c'est fatigant, quoi. C'est fatigant parce que c'est un coureur qui me déçoit depuis des années. Et je vois pas le bout du tunnel, voilà, pour Higuita. Je me dis, bah, ça risque d'être encore le cas pendant quelques temps. J'ai oublié de parler également chez Visma, je vais en parler maintenant, mais chez Visma, Thomas Glog, c'est dommage, il fait 11, il a été beaucoup trop gentil dans le final, hein. Il se fait manger par tout le monde. C'est dommage parce qu'il aurait pu faire mieux que 11 pour moi, Glog, s'il se fait pas balloter à droite à gauche dans le final. Je vais finir avec un dernier coureur, c'est Pogačar. Bah oui. Ah, ça arrive pas souvent, hein, Pogačar en flop. Ça arrive pas souvent d'avoir Pogačar en flop. Et vous allez voir un autre coureur également en flop du côté de la Classica, Raen Parisor. D'avoir ces deux-là en flop, c'est pas habituel. Je trouve qu'aujourd'hui, alors je sais pas s'il avait tellement hâte de reprendre le vélo en compétition qu'il a fait un peu n'importe quoi. Ou si c'est parce qu'il avait juste envie de s'amuser du côté de Pogačar. Mais c'est vrai que son attaque à 35 bornes de l'arrivée, il n'y a pas de vent, la situation elle n'est pas compliquée. À ce moment-là, tu te dis, bon, pourquoi il est allé chercher une attaque à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait vraiment pas d'intérêt, très clairement, du côté de Pogačar. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment été surpris de le voir attaquer à 35 bornes, parce que à ce moment-là, l'échappée est à 1 minute, la situation est plutôt contrôlée, le vent n'a pas changé de place, enfin voilà, tu te dis, bon, pourquoi il a envie d'attaquer? Alors peut-être qu'il avait envie de se dégourdir les jambes, et puis après dans le final, je veux bien qu'il anticipe par rapport à Milan, mais partir quasiment à 500 mètres de l'arrivée, t'as beau être Tadej Pogačar, tu peux pas tenir. Et bah là, il n'a pas tenu du tout. Alors, je trouve quand même qu'il a lâché vite, parce qu'au final, il fait un sprint de 150 mètres. Je trouve quand même qu'il a lâché vite. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment à 100% de sa condition physique. Je pense qu'il n'est pas forcément au top du côté de Pogačar, parce que tu vois que même Van Velt est devant lui. Mais il a surtout mal géré son final. C'est clair et net que attaquer à 500 mètres de l'arrivée, faut anticiper, mais pas anticiper de 250 mètres. Faut anticiper de 100 mètres, ok. À 350 ou 300 mètres, j'aurais dit ok, d'accord. Mais et puis moi, de toute manière, à partir du moment où il y avait Milan, je me disais, Milan est parfaitement dans sa roue. Se sortir de Milan dans ce genre de situation, c'est quasiment impossible. Bah, de cette manière-là, il a fait vraiment poisson pilote pour Jonathan Milan. Milan peut peut-être même le remercier à l'arrivée. Et il a complètement explosé Pogačar. Ça arrive assez rarement. Mais bon, depuis le début de saison, quand même, la UAE, alors soit il y a de la malchance, notamment en Espagne, soit ils s'en sortent pas des masses quoi, en ce moment du côté de cette formation. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile quoi, pour la UAE pour le moment. Alors, il y a eu Morgado. C'est vrai que si tu retires quand même les résultats de Morgado, il y a eu quelques déceptions sur ce début de saison du côté de la UAE avec parfois des erreurs techniques. Allez, on regarde tout de suite les différents classements.
Classement de cette première journée du côté de l'UAE Tour, donc victoire de Jonathan Milan, le coureur italien de la Lidl Trek devant Finn Fisher Black, car Jasper Philipsen, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, je vais y arriver, a été déclassé. Tobias Lund Andresen 3e devant Dan Edvelt et Oscar Olni Pogačar 10e, qui a donc explosé à 250 mètres de l'arrivée. On peut noter la 12e place de Victor Langelotti, premier coureur Ineos. Du côté du classement général, Jonathan Milan en tête devant Fisher Black, Andresen et Van Edvelt. Ensuite, on a un groupe à 10 secondes sur cette étape. Du côté du maillot vert, c'est Jonathan Milan qui est en tête devant Fisher Black, Andresen. Pas de classement de la montagne, puisqu'en fait, il y a un classement des sprints intermédiaires. Il n'y a pas de classement de la montagne également sur cette UAE Tour. Du côté du maillot blanc, eh bien, c'est Jonathan Milan qui est en tête devant Fisher Black, Andresen et Van Edvelt. Et du côté du classement par équipe, la Red Bull Bora à égalité avec la Lidl Trek, la XDS Astana, la Lotto, la Bahreïn et jusqu'à la Decathlon qui sont dans le temps du leader. Demain, on regarde un petit peu le parcours. C'est un contre-la-montre assez court de 12 km du côté de Al-Oudeyriyat Island. Voilà, il faudra faire attention au vent. Je crois que c'est le même contre-la-montre que l'an dernier, si je ne me trompe pas, en 2024. C'était déjà ça, voilà, j'ai des bons souvenirs, et donc on verra comment ça se passe du côté de cette... De toute façon, c'est quasiment la même course que l'an dernier, hein. Je suis en train de regarder là rapidement le parcours, c'est quasiment la même course que l'an dernier, donc il faudra faire attention, voilà, du côté de cette étape, de ce contre-la-montre, parce que le vent pourrait jouer un rôle, entre surtout les premiers partants, les derniers partants. Les premiers partants, ça sera à quelle heure normalement ? Hop, j'aurai peut-être l'info là. Normalement 10h05, dernière arrivée aux alentours de 13h30. Voilà, sur cette UAE Tour. Du côté de cette deuxième journée de compétition, eh bien nous on regardera tout ça, on débriefera tout ça dans l'après-midi. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!